Les 23h, l'heure de l'information. Tout de suite les titres au sommaire de ce journal. Le conseil gouvernemental tenu ce jour a porté sur des sujets en rapport avec la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Il a aussi été question de la fermeture sur 36 mois du CHU de Yopougon pour de grands travaux de réhabilitation. À 6000 km d'Abidjan, à Paris, la première dame participe à la 25e édition du Salon du chocolat. Les fonds reçus au cours de cette édition serviront à mener des actions en faveur des enfants défavorisés en Afrique. Une annonce faite par Dominique Ouattara, également marraine de l'événement. Et ici à Abidjan, le projet de mobilité urbaine au menu d'une rencontre entre le Premier ministre et le vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures. Ce projet porte sur la construction d'une ligne de bus à haut niveau de service et la diversification du transport lagunaire. Bienvenue dans ce 23h. Dans l'actualité de ce mercredi au palais présidentiel, le gouvernement a tenu sa réunion hebdomadaire. Le renforcement de la protection des forêts classées, l'approvisionnement en eau potable de la région de Guéyo et la fermeture imminente du CHU de Yopougon pour 36 mois pour des travaux de réhabilitation sont entre autres les sujets abordés au cours de cette rencontre. Le compte-rendu de cette réunion par Awa Touré. Le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, après examen de la mise en œuvre du programme social du gouvernement au 30 septembre 2019, a décidé d'étendre son champ d'action à de nouveaux projets. Conformément à la décision du président de la République d'augmenter le volume d'activité pour toucher davantage de populations, le champ du PS-Gouv a été étendu à de nouveaux projets dans le cadre de l'élaboration du budget 2020. Ainsi, le budget global révisé du PS-Gouv s'établit désormais à 1003,4 milliards de francs CFA. Le gouvernement entend par ailleurs renforcer le système d'alimentation en eau potable dans la localité de Guéyo et des villages environnants, ainsi que de la ville d'Abidjan. Ce projet permettra d'améliorer les conditions de vie des populations des localités impactées en assurant de façon durable leur approvisionnement en eau potable de qualité et en quantité. Il comprend notamment la construction, l'extension et la réhabilitation des stations de traitement d'eau et de châteaux d'eau ainsi que de leurs infrastructures de distribution. Dans le cadre du programme gouvernemental de réhabilitation des hôpitaux publics, le centre hospitalier universitaire de Yopougon, fermé au public à partir du 1er novembre 2019. Les travaux de réhabilitation complète de cet édifice sanitaire débuteront en janvier 2020 pour une durée de 36 mois. Aussi, en vue de garantir aux patients une continuité de service et un continuum de soins sur toute la durée des travaux, le Conseil a adopté un ensemble de mesures d'atténuation des perturbations et des désagréments consécutifs aux fermetures des différents services du CHU. Ces mesures comprennent notamment la création et le maintien sur toute la période des travaux de réhabilitation du centre hospitalier universitaire de Yopougon, d'un comité de suivi et de pilotage de la continuité de service. La mise en œuvre d'un plan de communication pour l'information continue des populations, la mise en place d'un dispositif de régulation de l'offre de soins et de développement d'un sous-système spécifique d'information sanitaire sur la période, le renforcement des moyens de transfert des patients entre les structures sanitaires par la mise en place d'un dispositif de transport hospitalier constitué de 3 ambulances pour assurer les évacuations d'urgence. Ce dispositif d'ailleurs sera précédé d'une flèche pour assurer la fluidité des évacuations, la réorganisation des enseignements et des stages des étudiants au sein des établissements sanitaires d'accueil. Au chapitre des divers, le Conseil a été informé de la prise d'un décret qui confirme M. Charles Kofi Dibi en qualité de président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, et aussi du renouvellement des membres de cette institution dont le mandat arrive à terme à fin octobre 2019.
Et toujours au palais présidentiel, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mercredi 30 octobre 2019 avec Margarita Louis-Dreyfus, présidente du conseil d'administration de Louis-Dreyfus Holding BV, une multinationale active dans le domaine du négoce. Margarita Louis-Dreyfus est également la présidente de la fondation d'entreprise Louis-Dreyfus. À Monaco, la 36e conférence ministérielle de la francophonie s'est ouverte ce matin au centre de la conférence Grimaldi de Monaco en présence de la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Était également présent à la cérémonie le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumaoro, en sa qualité de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ces assises se dérouleront sur 2 jours sur le thème réconcilier l'humanité et la planète, suivant ce compte-rendu d'Abiba Dambélé-Sawé. 88 représentants des pays qui ont la langue française en partage, tour à tour, à la tribune, pour présenter leur plan d'action pour assurer le développement durable dans leurs pays respectifs, et ce, en présence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. La secrétaire générale de l'institution a évoqué les questions cruciales environnementales qui mettent la planète en danger et l'actualité récente avec les inondations en France et au Cameroun. Ce sont, selon elle, les conséquences désastreuses des changements climatiques. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, a estimé que l'engagement politique est un levier décisif face aux grands défis environnementaux. Forte de ses valeurs de dialogue et de solidarité, l'APF s'est engagée dans cette voie et travaille en commun avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable. C'est notre responsabilité commune et nous devions nous mobiliser pour nous assurer que le bien-être des populations que nous représentons demeure une préoccupation politique. Il a par ailleurs relevé avec force l'engagement pris par le président Alassane Ouattara à la tribune des Nations Unies. C'est à juste titre que son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, lors de la 72e Assemblée générale des Nations Unies, a dit, et je cite, « Le réchauffement climatique constitue une réelle préoccupation. Aucun pays n'est à l'abri des effets dévastateurs des phénomènes climatiques qui mettent à mal les populations et l'économie de nos pays. Nous devons agir donc vite et avec responsabilité si nous voulons préserver notre cadre de vie et notre planète. » Ces défis, selon le président de l'APF, doivent constituer une priorité pour chacun des gouvernements et chacune des institutions. Je vous propose de suivre à présent les réactions à l'issue de l'ouverture de cette conférence. 88 représentants des pays qui ont la langue française. Le thème de cette année est lié à l'environnement, donc c'est réconcilier l'humanité avec la planète. Vous savez que nous avons les 17 objectifs des ODD fixés par les Nations Unies pour l'objectif 2030. Donc les questions de l'environnement sont primordiales pour nos États. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est un des enjeux sur lesquels l'Assemblée nationale, le gouvernement, y compris les instances de la francophonie comme l'Assemblée parlementaire de la francophonie travaillent. En tout cas, vous voyez avec le changement climatique, le réchauffement de la planète, aujourd'hui c'est vraiment important que tout le monde puisse avoir un regard vers cette thématique qui concerne le développement durable. On a mis l'accent sur le changement climatique qui est un phénomène très important qui peut toucher tout le monde. Et on ne sait pas à quel moment ça peut arriver. Donc, quand des pays membres de la francophonie se mettent ensemble pour trouver une solution au changement climatique, je crois que ça c'est à saluer.
Et toujours en Europe, en France, à Paris, le salon annuel du chocolat se tient et cette année, le salon consacre les 25 années de son existence. L'événement a pour marraine la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Elle a d'ailleurs participé au gala inaugural de ce salon et Dominique Ouattara a rappelé les actions de la Côte d'Ivoire pour lutter contre le travail des enfants dans les champs de cacao culture. Et l'information majeure de cette soirée inaugurale, ce sont les profits de cette édition qui seront reversés à des milliers d'enfants défavorisés en Afrique à travers la fondation Children of Africa. Le point avec Noël Niagno. Le cacao, sa transformation phare, le chocolat. Voici un quart de siècle qu'ils sont célébrés. Pour cette 25e célébration, chocolatiers, industriels, experts, producteurs, consommateurs et autres lui ont donné une saveur spéciale avec des personnalités de référence et un pays, la Côte d'Ivoire, qui a fait du cacao un produit social et stratégique. Il fait vivre environ 2 millions d'Ivoiriens. Le cacao pèse 15% du produit intérieur brut et 40% des recettes d'exportation. C'est donc à juste titre que les organisateurs ont choisi Mme Dominique Ouattara, la première dame de la Côte d'Ivoire, pour en être la marraine. Madame la marraine et ses filleuls, leurs invités se sont donné le temps de la découverte des fabricants de produits chocolatés en visitant leur stand expression des savoirs et des savoir-faire de ces acteurs de premier plan. Et ils sont visiblement admiratifs devant l'ingéniosité des artisans chocolatiers avant de savourer le spectacle de cette célébration. En prime, la saga du cacao, l'art du cacao, mais aussi et surtout les messages de ce jour anniversaire. D'abord, les concepteurs du salon du chocolat. Dans le prochain quart de siècle, nous essayerons non seulement de renforcer les liens avec les pays producteurs, mais aussi que le chocolat se déguste et s'apprécie dans le monde entier. Il est un des fils conducteurs positifs entre les hommes qui nous unit tous autour d'un fruit et du savoir-faire de l'homme. Le salon sera un des acteurs pour dynamiser et animer cette culture ainsi que ce lien universel. Ensuite, les messages de la marraine autour de 3 thématiques. Depuis de nombreuses années, les fonds recueillis à l'issue de cet événement sont reversés à une association humanitaire afin de sauver la vie d'enfants vulnérables. Cette année, les organisateurs du salon ont choisi de dédier les profits de cette édition à des milliers d'enfants défavorisés d'Afrique à travers la fondation Children of Africa. C'est une marque de générosité que j'apprécie sincèrement et pour laquelle je voudrais leur traduire toute ma reconnaissance. Au-delà de la reconnaissance, la première dame a donné l'assurance que cet acte de générosité, prolongement de ceux déjà réalisés par l'ONG Children of Africa en Côte d'Ivoire, seront gérés avec rigueur. Les fonds que nous recevrons au cours de cette édition du Salon du chocolat serviront à appuyer les actions de la Fondation à travers nos 12 pays d'Afrique. Le dernier message a porté sur la problématique du travail des enfants dans la cacaoculture et les actions menées pour lui trouver une réponse définitive. Cette problématique constitue une triste réalité à laquelle de nombreux pays font face dans le monde entier et la Côte d'Ivoire n'y échappe malheureusement pas. Bien entendu, mon cher époux, le président de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement ivoirien sont résolument engagés à éliminer ce fléau et ont pris ce problème en main avec détermination. À titre personnel, avec le Comité national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, que je préside, nous agissons avec tous les partenaires pour assurer la protection et la promotion des droits des enfants afin d'éliminer ce fléau. Une autre page du salon s'ouvre sur de nouvelles perspectives donc, avec un cacao sain, loin de la déforestation et un nouveau dirigeant, Gérald Palacieux, à qui la première dame a souhaité plein succès.
Et ici en Côte d'Ivoire, le projet mobilité urbaine, le chef de gouvernement recevait ce soir en audience le vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures. Il s'agissait pour Amadou Gon Coulibaly et Matar Diop de faire le point des projets en cours entre la Côte d'Ivoire et l'institution financière. Au cœur des échanges, des questions relatives à la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan ont été abordées. Le projet de mobilité urbaine va nécessiter d'ailleurs la construction d'une ligne de bus à haut niveau de service, le BRT, et le projet va aussi porter sur la diversification du transport lagunaire tout en appuyant le reste du système du transport urbain formel et informel. Un sujet sur la bonne gouvernance, un outil d'évaluation pour la bonne gouvernance. La Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs était ce mercredi au Sénat de Côte d'Ivoire pour échanger sur le renforcement du cadre du dialogue multi-acteurs sur la gouvernance. L'objectif de la rencontre vise à sensibiliser les sénateurs sur le processus MAEP, et un processus pour faciliter la proposition de l'offre de réforme du statut à inscrire dans le plan. Herman Guivet. Permanence du Sénat à Abidjan. Les sénateurs instruits sur le fonctionnement de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. L'objectif général de cette rencontre vise à contribuer au renforcement du cadre de dialogue multi-acteurs sur la gouvernance. Ce qu'on attend du Sénat, c'est que le Sénat vienne avec les autres structures ivoiriennes pour l'élaboration du plan national de gouvernance. Et donc, il a fallu qu'on leur parle un peu du MAEP, de ce que le MAEP fait et ce qui est en train d'être fait. Et c'est là qu'on attend la contribution du Sénat. Je suis très heureux qu'il manifeste un intérêt de ce niveau-là. Cela veut dire qu'ils sont prêts à nous accompagner dans l'élaboration du plan national de gouvernance et toute action donc amenée à améliorer la gouvernance en Côte d'Ivoire. Les participants à cette rencontre ont échangé sur le processus d'élaboration du plan national de gouvernance. Ils se félicitent de ce cadre d'échange. Le CNMAEP, je ne savais même pas que cette structure existait. Il fallait d'abord savoir qu'elle existait pour qu'elle vienne nous enseigner. Et à partir de ce moment-là, on va prendre à bras le corps tout le problème qu'elle a souligné, que l'institution a souligné. Merci aux initiateurs et au gouvernement aussi qui a permis que cette édition nous rencontre pour nous instruire et nous guider pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Nous, en tant que parlementaires, nous sommes satisfaits de cette présentation et nous pensons que tout ce qui est indiqué dans ce plan national, si tout est pris en compte, la Côte d'Ivoire pourrait aller véritablement vers l'émergence que nous prônons et que nous demandons à nos gouvernements. Pleinement informés et sensibilisés sur le processus MAEP en Côte d'Ivoire, les sénateurs disposent désormais de tous les éléments d'information pour pouvoir proposer leur offre de réforme à inscrire dans le cadre des résultats du plan national de gouvernance. Et un autre moyen d'appliquer la transparence dans la gestion des affaires de l'État, c'est bien de lutter contre les conflits d'intérêts. Et pour cela, la Côte d'Ivoire s'est dotée de moyens juridiques. Il s'est ouvert dans ce cadre, dans la ville de Grand-Bassam, l'atelier de validation du projet de guide de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. Il s'agira pour les participants de valider les formulaires de déclaration de conflits d'intérêts, les procédures et proposer des mesures de réforme du cadre juridique de la prévention et de règlement des conflits d'intérêts en Côte d'Ivoire. Le point avec Éric Goré. Les conflits d'intérêts minent l'administration publique et le secteur privé. Ces conflits d'intérêts peuvent mettre en cause la neutralité et l'impartialité avec lesquelles une personne doit accomplir sa mission du fait de ses intérêts personnels. L'atelier de Grand-Bassam vise à mettre en place un guide pour prévenir et gérer les conflits d'intérêts. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est accompagné de l'inspecteur général d'État pour ouvrir les travaux de cet atelier. Le président de la Haute Autorité a voulu organiser cet atelier, cet important atelier, pour éviter les conflits d'intérêts. Vous savez, vous n'avez plus de jugement si vous devez vous juger vous-même. Et je crois que c'est une très bonne idée. La Côte d'Ivoire, on a beau dire, est en train de mettre en place des structures et surtout de mettre en place des instruments de contrôle, mais aussi des outils qui permettent aux institutions de l'État
de pouvoir bien accomplir leurs tâches. Pendant 4 jours, les experts vont plancher sur la question. À terme, elle aboutira à mettre fin à cette pratique. Avant de quitter la ville de Grand Bassam, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a tenu à visiter les quartiers sinistrés du fait de la pluie. Le président Ngolo Coulibaly a apporté son soutien au maire de Bassam. Je ne pouvais pas venir ouvrir cet atelier et repartir en sachant qu'il y a toute cette situation ici que les populations sont obligées de vivre quotidiennement. La semaine dernière, le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'était rendu à Bassam pour constater les dégâts causés par cette pluie. Dans le cadre de la réalisation du programme Électricité pour tous, le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement du fonds a été adopté par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Le texte présenté par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables permettra le financement plus efficace de l'extension du réseau électrique par les bailleurs de fonds. Le compte-rendu de Jean-Luc Bangbo. Lancé en mai 2014, le programme Électricité pour tous a permis à ce jour d'électrifier 2818 localités, soit un taux de couverture de 33%. L'objectif étant de porter ce taux à 80% en 2020, ce qui correspondra à une électrification de 6700 localités. Un objectif dont la réalisation nécessite la création de ce fonds, dont l'adoption a été soumise aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Avec un fonds, vous pouvez mobiliser beaucoup plus de ressources. Et c'est justement, aujourd'hui, nous avons pu mobiliser auprès de nos partenaires, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, un peu plus de 40 milliards de francs CFA pour le financement du PEPT. Parce que nous souhaitons aller plus loin. L'objectif, c'est de ne pas de s'arrêter à 50% ou à 51% de taux de desserte à fin 2020. Mais l'objectif du président de la République, c'est de faire en sorte que tous les Ivoiriens, tous les ménages puissent avoir accès à l'énergie à domicile. Les députés qui ont reconnu la nécessité de ce fonds ont plaidé pour une gestion rigoureuse avant de l'adopter à l'unanimité. Il est constitué des montants que nous allons mobiliser auprès des différents bailleurs. Il va être aussi alimenté par les ressources de l'État. Donc nous allons aussi contribuer au fonctionnement et à la mobilisation des ressources. Et au fur et à mesure que nous évoluerons, nous verrons s'il y a besoin de mobiliser d'autres ressources, éventuellement des prêts et autres. Le programme Électricité pour tous, faut-il le rappeler, permet aux couches sociales à faible revenu de ne payer que 1000 francs CFA pour accéder à l'électricité au lieu de 150 000 francs CFA. Jusqu'à ce jour, ce sont 686 000 ménages qui en ont bénéficié. 2 accords de coopération ivoiro-saoudienne favorisent le financement du chantier du futur CHU d'Abobo, la réalisation des projets de développement des zones rurales. Et ces 2 conventions de prêt d'environ 22 milliards ont été signées ce mercredi entre le gouvernement ivoirien et le Fonds saoudien de développement, Lansine Bakayoko. Cet échange de documents matérialise la signature de 2 accords de financement en faveur de la Côte d'Ivoire. Allocation globale, 22 milliards de francs CFA. D'un montant de 13 milliards, le premier prêt est destiné au projet de construction et d'équipement d'un centre hospitalier universitaire dans la commune d'Abobo. Ce CHU sera le plus grand du pays en nombre de lits, 600 lits, et disposera en plus des spécialités habituelles de ce niveau de soins, d'un plateau technique dédié à la néphrologie de pointe, allant jusqu'à la transplantation rénale. Il est également prévu au sein de cet établissement de niveau tertiaire une unité spécialisée en matière de prise en charge des enfants prématurés. Avec le décaissement de ce fonds supplémentaire, le gap à rechercher s'élève désormais à 10 milliards de francs CFA sur les 55 que coûtera le CHU d'Abobo. La seconde affectation saoudienne est de 9 milliards. Cet argent sera orienté vers la mise en œuvre d'un programme pilote de développement rural. Nous espérons au jour où nous prendrons part avec eux à la cérémonie d'achèvement et d'inauguration de ces importants projets dont l'objectif est la participation au développement socio-économique en Côte d'Ivoire.
Ces appuis financiers du Royaume d'Arabie Saoudite viennent à point nommé, surtout que leurs projets ciblés intègrent parfaitement les efforts de la Côte d'Ivoire via le programme social du gouvernement. Le programme pilote de développement des zones rurales s'appuie sur les cadres de programmation des investissements envisagés par les ministères en charge de la santé, de l'éducation, de l'eau potable et de l'électrification rurale sur la période 2017-2020. Pour rappel, l'ensemble de la réserve foncière pour l'édification du Chouda Bobo est de 18 hectares. Le tout premier coup de pioche devrait intervenir courant décembre 2019. Nous vous informions lundi dernier de la réception du chantier du lycée professionnel de Jacquesville. L'établissement a été réhabilité grâce au financement de l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes. C'est un programme qui a démarré en 2012 et qui a pris fin ce mercredi. Le bilan, c'est la réhabilitation et l'équipement de 11 établissements techniques et professionnels à hauteur de 19 milliards de francs CFA. Grâce Kando. Les établissements techniques et professionnels de Côte d'Ivoire étaient dans un état de dégradation avancée. Depuis quelques années, l'État engage un plan de réforme pour améliorer les conditions de travail. L'Union européenne accompagne cet effort de la Côte d'Ivoire qui bénéficie d'un financement de 19 milliards de francs CFA dans le cadre du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes Proform. Je me contenterai de citer quelques réalisations phares du Proform. La dispensation de 8 vagues de formation qualifiantes dans 20 métiers à plus de 7800 apprenants, dont 23% de femmes et 2600 ex-combattants. Rénovation équipement de l'IPNETP, de 2 lycées professionnels, de 6 centres de formation professionnelle et de 2 écoles régionales d'agriculture. Le projet a été exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Selon l'ONUDI, une nouvelle approche d'intervention des établissements techniques et professionnels, intitulée Programme de partenariat pays, sera développée. Ce programme inclura une composante transversale associée à l'expérience du projet Proform dans le pays. Cette composante sera la manifestation concrète de la nouvelle approche intégrée et globale de l'ONUDI en matière de formation professionnelle. La cérémonie de restitution a été le lieu pour le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de formuler des recommandations. L'œuvre humaine étant imparfaite, le secrétaire d'État souhaiterait, chers partenaires techniques et financiers, que certains travaux de correction de non-conformité soient achevés dans les meilleurs délais avec l'appui de l'ONUDI représenté en Côte d'Ivoire. Je voudrais par la même occasion former, au nom du secrétaire d'État, le vœu de voir ce type de partenariat renforcé davantage pour permettre le développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. En plus des établissements techniques et professionnels réhabilités, le projet Proform a formé plus de 1500 cadres. À présent, ce communiqué est reçu du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés le vendredi 1er novembre 2019, fête de la Toussaint est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Sur la scène politique ivoirienne, le réseau des jeunes cadres du RHDP a rencontré la population de la commune d'Adjamé. Elles ont été invitées à faire confiance au RHDP pour la réalisation des projets de développement dans cette commune. Éric Corré. Bilan contre bilan, c'est la stratégie du réseau des jeunes cadres du RHDP pour vaincre l'adversaire en 2020. Devant les populations d'Adjamé, Ali Ouattara, le président du RJC-RHDP, s'est voulu très clair. Il a demandé aux jeunes et aux femmes de cette commune d'être vigilants et de ne pas se laisser manipuler par des politiciens véreux. Selon lui,
L'heure n'est plus au discours, mais aux actions concrètes. Le gouvernement a créé 40 000 pompes villageoises pour les Ivoiriens qui n'avaient pas de l'eau, première nécessité de vie. Des villages ont été électrifiés. Et certaines personnes s'asseyent lorsqu'ils se sentent à l'aise pour critiquer encore ce bilan. Oh, on les a vus ici. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas nés hier. À sa suite, le 4e adjoint au maire de la commune d'Adjamé a également invité les femmes et les jeunes à faire confiance au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le président Alassane déjà est en avance. Il avait dit que son mandat serait placé sous le sceau du social. Est-ce que nous voyons aujourd'hui? La première dame, vous la voyez à travers le pays, elle est en train de sortir des femmes qui sont dans la précarité. Ce que je demande à nos femmes d'Adjamé, de s'organiser, de venir taper la bonne porte, elles auront gain de cause. Le réseau des jeunes cadres du RHDP n'attend pas s'arrêter là. Les membres vont parcourir toutes les communes d'Abidjan pour faire passer leur message. Et un message de paix a été lancé par la coalition EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Et face à la presse, cette coalition a souhaité inviter les autorités ivoiriennes à la réconciliation, suivant ce compte-rendu d'Éric Corré. Parce qu'en fin de compte, je dis toujours, l'être humain... Assoa Adou, entouré des membres de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS. Devant la presse, plusieurs sujets ont été évoqués, dont la réconciliation nationale et la place de Simone Gbagbo au sein de cette coalition. La réconciliation, là, on veut que les Ivoiriens vivent en fraternité. L'hymne de la Côte d'Ivoire dit le pays de la vraie fraternité. C'est ça qu'on cherche. Où je suis assis, avant-hier, Mme Gbagbo était ici. C'est elle qui est deuxième vice-présidente de notre parti. C'est elle qui préside toutes nos réunions de secrétariat exécutif, de secrétariat général et de comité central. Elle joue son rôle pleinement. La coalition proche de Laurent Gbagbo entend donner de la voix à quelques mois de l'élection présidentielle de 2020. Composée de 4 partis politiques, EDS est une coalition de l'opposition née en 2017. Et l'actualité internationale a été marquée ce jour par cette information sur l'environnement. La COP25 n'aura pas lieu comme prévu à Santiago du 2 au 13 décembre. Confronté à un mouvement inédit des contestations des inégalités sociales, le président chilien Sebastián Piñera a annoncé que son pays ne serait pas en mesure d'organiser la COP ni d'accueillir le sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique qui devait aussi se tenir du 16 au 17 novembre prochain. Pas moins de 25 000 délégués étaient attendus à ce rendez-vous et suite à l'abandon in extremis du Chili, le Québec, lui, s'est proposé d'accueillir d'urgence la conférence annuelle de l'ONU sur le climat. C'est ici que se termine ce journal. Je vous retrouve demain pour un autre point d'information. Passez une excellente fin de soirée chez vous.